Bonjour à tous. Bonjour à tous, distingués invités, en vos rangs et qualités. Je remercie aussi son Excellence, Monsieur Hamada Madi Bolero, pour ce discours. Monsieur Tidiam Thiam qui est parti. Cher Paul, merci pour l'invitation. Merci à tous pour votre attention. Moi, je me présente donc. Je suis Rudy Kazi, je suis le délégué général de l'Association des élus de France. Je suis également conseiller municipal à la ville de Saint-Germain-les-Arpajons, conférencier, intervenant médias, et j'ai souvent l'occasion de me trouver dans ce lieu, puisque comme on dit souvent chez les élus que le Sénat est la chambre des élus, et donc nous avons souvent l'occasion d'organiser des événements dans ce beau lieu de la démocratie française. Alors, le calme, c'est l'absence d'agitation autour de soi, mais la paix, c'est l'absence d'agitation à l'intérieur de soi. Mon thème, donc, c'est celui qui vient d'être évoqué, c'est la diplomatie que j'appellerais de pluriel, les collectivités locales, les ponts diasporiques, en faveur de la stabilité et de la paix en Afrique. Je suis donc ici pour parler d'une évidence ignorée, à mon sens. Les États disposent d'un large panel de ressources pour agir en faveur de la paix, mais ils n'en mobilisent qu'une fraction, alors qu'il existe des diplomaties plurielles, parallèles, des formes alternatives de médiation, de coopération et d'action publique dotées d'un pouvoir préventif trop souvent sous-estimé. Mesdames et messieurs, en 2024, vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de pays africains ont été frappés par des conflits, ont connu des heures sombres, des moments rendus funestes par la violence, par des guerres faisant des blessés, des morts, des déplacés. Parmi eux, des enfants, des femmes, des hommes, faisant d'eux des orphelins, des veufs, cumulant paupérisation soudaine, travail forcé, esclavage moderne, viol de masse et mutilation criminelle. Tout ceci est la face cachée de ces conflits. Cela est la réalité derrière nos mots, nos discours sincères qui mobilisent pourtant nos meilleurs sentiments pour sensibiliser évidemment le plus grand nombre. Mais tous ces mots, tous ces discours paraissent néanmoins impotents devant la force des mots MAUX qui secouent le continent africain, ainsi que tous les espaces en proie au conflit, je pense évidemment au Moyen-Orient. La région du Sahel, en 2024 et en 2025, est marquée par une instabilité croissante, alimentée par des coups d'État militaires, des conflits armés, la montée du terrorisme islamique et l'extrémisme violent des proxys d'Al-Qaïda et de l'État islamique, vous le savez. Et des pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui forment l'alliance des États du Sahel, sont au cœur de ces difficultés et de ces violences, effectivement, qui sont frappées notamment par le terrorisme. Et en Libye, au Soudan, qui ont connu des divisions politiques, encore tout récemment, une fracture territoriale de leurs États, le Soudan du Sud qui est au bord d'une nouvelle guerre civile, la Somalie qui continue de faire face à l'insurrection des Chebabs, l'Éthiopie, bien que sortie du conflit majeur au Tigré, reste malheureusement instable car des tensions ethniques et des affrontements dans les régions de l'Amhara et de l'Oromia persistent. Et en République du Congo, dont je ne suis pas directement originaire, parce que je suis originaire moi du Congo-Brazzaville, mais encore que j'ai de la famille en RDC, évidemment, vous le savez, la crise sécuritaire humanitaire s'est aggravée, ça fait quand même plus de 30 ans, et s'est concentrée actuellement à l'est du pays. Les rebelles du M23 ont intensifié leurs offensives, faisant main basse sur des villes comme Goma et Bukavu, qui, comme vous le savez, sont des villes stratégiques, avec une violence infâme, dans le but d'exploiter illégalement des mines de métaux précieux. Rien qu'en 2024, pour le Congo, on parle de 7 millions de personnes déplacées, plus de 130 000 cas de violences sexuelles, environ 30 millions de personnes en état d'urgence humanitaire et des pertes économiques majeures, évidemment. Au milieu de ces conflits, des populations déjà victimes d'exactions vivent l'aggravement de leurs souffrances provoquées par des conditions parfois difficiles liées soit à la sécheresse ou la famine ou à une instabilité économique. J'aurais voulu vous épargner ce tableau noir, mais ce n'aurait pas été sincère de ma part, sachant qu'en plus vous connaissez déjà l'actualité. Mais convaincu de la bonne volonté que nous partageons tous ici, je vais objectivement tourner vers des pistes de solutions après une brève temporisation autour de l'analyse de ces causes multifactorielles. Alors, autour de ces belligérances, des questions se soulèvent sur leurs causes. D'où cela peut-il provenir ? Est-ce que cela viendrait des conséquences des différentes colonisations, des colonisations, des contextes d'indépendance, l'adaptation à un modèle démocratique occidental peut-être ?
des ingérences extérieures ou bien des impérities d'un leadership politique dysfonctionnel, ou peut-être que cela vient d'un manque de vision et de prospective, je ne sais pas. Vous avez certainement vous-même des pistes de réflexion dessus. Ou alors peut-être que c'est un manque de vertu et d'amour envers ses semblables, un mépris envers le genre humain, ou pour des créatures divines, je parle pour les croyants qui sont dans cette salle, ce qui est mon cas. Et si c'était tout cela en même temps? Et si c'était éventuellement tout cela en même temps? Je n'aurais pas la prétention de connaître exactement les causes de ces conflits, mais j'aurais la sincérité de les identifier, en tout cas les facteurs qui me sautent aux yeux de façon évidente. Car comment régler un conflit sans en identifier la cause? Quoi qu'il en soit, les causes possibles questionnées tantôt, elles sont autant de freins que de blocages. Or, les enjeux et les défis qui s'imposent aux États africains sont aussi profonds que nombreux. Par exemple, ça a été cité par son Excellence à ma droite, qu'il y a des véritables enjeux démographiques, notamment on parle de 230 millions de jeunes Africains actuellement âgés de 15 à 24 ans, et selon les projections démographiques de l'ONU, cette population devrait atteindre 450 millions en 2050. Cela pose des défis d'investissement massifs dans l'enseignement, la formation professionnelle, la santé, l'emploi, l'industrialisation, etc., évidemment, pour préparer cette jeune génération à prendre part au développement du continent africain, sans oublier les autres segments de la population africaine comme les femmes ou les mères, des véritables piliers des sociétés africaines, garantes d'une paix sociale de circonstances, malheureusement, dans bien des États. Et font face à un défi, évidemment, de formation, d'employabilité, d'éducation, de santé, et je dirais aussi d'une certaine distinction aussi, peut-être de l'homme vis-à-vis de ces femmes, ce qui n'est pas le cas partout. Mais il y a aussi les aînés, ce que j'appelle les aînés, c'est-à-dire les personnes âgées, comme on dit en France, qui sont littéralement les gardiens de la sagesse africaine et de la transmission aux jeunes générations. Ce sont les acteurs incontournables du lien et du dialogue social, et au même titre que les responsables religieux. Vous le savez bien, vous connaissez le dicton, en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui... Voilà. Et ils font face à des défis de prise en charge de leurs états de santé qui sont très importants. Il est donc entendu que ce n'est pas en étant plongés dans des conflits que les États concernés se prépareront à ces changements démographiques qui appellent à des réformes qui ne s'accompliraient elles-mêmes que dans un contexte de paix et qui ne s'intégreraient que dans une vision à long terme. Je pense donc pouvoir vous rappeler une expression connue d'un certain John Fitzgerald Kennedy qui disait « Ne demandez pas à votre pays ce qu'il peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Bon, et moi, je trouve que cette formule est aujourd'hui désuète. Pardonnez-moi, je la trouve un peu désuète parce qu'elle répond à un concept intellectuel qui est un peu erroné, dans la mesure où, j'ai dit bien partiellement, dans la mesure où moi, par exemple, qui suis un citoyen engagé, évidemment, il y a une dimension patriotique au milieu de tout ça que je ne remettrai pas en question, mais je crois qu'il ne revient pas aux citoyens seuls de porter les idéaux patriotiques nationaux. Je crois même que chacun doit faire sa part. Les citoyens et les politiques, les collectivités et les sociétés civiles, avec les particularités africaines respectives. Car tous sont acteurs de la politique, ils jouent tous un rôle dans la police, autrement dit la cité en grec, qui est la base du mot politique, et qui d'ailleurs invite tout le monde à se sentir concerné par l'essor de la cité ou l'essor de la nation, non seulement pour des actions nationales, mais aussi pour des actions internationales. Dans cet état d'esprit, j'ai mené, à titre personnel, dans mes implications, différentes réflexions sur les diplomaties plurielles, multicanales, car la diplomatie des chancelleries, que certains représentent ici, celle des ambassades, des consulats, et la voie d'excellence, notamment pour préserver ou améliorer les relations interétatiques, ainsi que pour régler des conflits ou ouvrir des voies vers des accords commerciaux, mais il existe d'autres ressources dont les États africains disposent pour poser des actions concrètes, positives vis-à-vis de leur population, pouvant être intégrées aux politiques publiques des États. Je parle d'une diplomatie additionnelle qui peut mobiliser les ressources des différents acteurs de la cité, comme par exemple l'action extérieure des collectivités locales, telles que la coopération décentralisée ou d'autres dispositifs. En tant qu'élu engagé sur ces réflexions, nous avons mené des actions à portée internationale, dont j'ai quelques pistes et solutions, et je vais vous en faire part à l'instant, puisqu'a priori, il ne me reste plus que 5 minutes de temps de parole. Merci, cher Paul. J'irai vite. Alors, il y a ce que moi j'ai appelé la diplomatie des diasporas,
car il s'agit d'intégrer les diasporas franco-africaines. On parle des expatriés, c'est-à-dire des Africains, enfin des Français originaires d'Afrique, qui sont africains de nationalité, mais qui vivent sur le continent français, ou enfin en France ou sur le continent européen. Mais il y a aussi les binationaux, voilà, comme moi, qui suis français, né en France, mais qui suis d'origine congolaise. Et je dirais, nous aimerions être intégrés davantage à la réflexion, à la conceptualisation, compte tenu des échanges que nous avons avec le continent africain, que ce soit pour des besoins commerciaux, familiaux, etc., et pour employer l'impact positif que nous avons au travers de ces relations. En un seul mot, je le résumerai par le mot coopérer. Il y a aussi la diplomatie des territoires. Je suis donc le délégué général de l'AEF, l'Association des élus de France, et récemment nous avons signé un accord de partenariat avec une association de collectivités marocaines, avec les principaux maires, Marrakech, Tanger, Rabat, donc l'association marocaine des présidents de conseils communaux, qui est l'AMF du Maroc en quelque sorte, ainsi que l'université de Kénitra au Maroc. Tout ça dans une période de refroidissement diplomatique entre la France et le Maroc. J'insiste là-dessus pour vous faire comprendre que, quelles que soient les réalités inhérentes aux États, eh bien nous, que nous soyons des élus locaux, que nous appartenions à une diaspora large, nous sommes tenus de pouvoir conserver ces bonnes relations. Et un beau jour, quand elles se réchauffent, eh ben on est bien content de dire, nous, on était là et on a travaillé, on a fait le job sur le terrain. En un seul mot, je le résumerai par le mot concrétiser. Étant entendu que dans ces accords, il est aussi prévu de développer le renforcement des capacités des élus par la formation, mais aussi des échanges entre les professeurs de l'université de Kénitra et les professeurs ici en France, afin de disposer en fait pour les étudiants de diplômes assortis de la plus grande complétude. Et puis il y a la diplomatie socio-économique, celle qui consiste à mettre ensemble des acteurs économiques et des acteurs étatiques autour de projets type PPP, partenariat public-privé, de grande et de moyenne envergure, pour des infrastructures de services publics, de type santé, des créations d'espaces commerciaux, dont beaucoup d'espaces en Afrique ont énormément besoin. Je parle notamment des espaces les plus reculés, comme par exemple, au travers de la coopération décentralisée, travailler à l'émergence d'un dispensaire dans des lieux reculés où des femmes, par exemple, pour pouvoir accoucher, n'auront pas à faire 30-40 kilomètres. Vous voyez, il y a des projets concrets sur lesquels nous pouvons travailler, sur lesquels nous travaillons déjà avec notre association. Et je résumerai cette diplomatie socio-économique par le mot « enrichir », puisqu'il s'agit d'enrichir des territoires. Pour conclure, coopérer, concrétiser et enrichir, ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas un vœu pieux. C'est ce que les acteurs de la cité peuvent faire ensemble avec leurs partenaires internationaux pour ouvrir les champs des possibles à des populations sinistrées qui ont besoin d'aide. Bien sûr, il serait prétentieux de penser que toutes les solutions que j'ai proposées ont le pouvoir d'endiguer les conflits actuels, et ce serait d'ailleurs ubuesque de le penser, mais intégrées dans des projets de politique publique, elles peuvent avoir une conséquence positive afin de prévenir et de préserver la paix. Je disais tantôt que le calme, c'est l'absence d'agitation autour de soi, et que la paix, c'est l'absence d'agitation à l'intérieur de soi. J'ajoute que la paix est préférable au calme, parce qu'elle lui est supérieure, parce qu'elle a des bienfaits qui sont multiples. À l'intérieur comme à l'extérieur de soi, la paix bonifie les relations humaines, la paix règle des conflits, elle protège même notre santé de l'angoisse, c'est prouvé médicalement. Dès lors, à mon avis, tout apparaît clair. La paix est un engagement, par contre. C'est un choix pour l'humanité et pour soi. Alors, chers amis, faisons le choix de la paix, faisons le choix parfait de la paix. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup.